Je crois qu'au fond de nous, on cherche tous la même chose, à créer des alliances, des compagnonnages qui sont féconds et fertiles. En fait, on a besoin d'être en lien, tout simplement. Cette société, elle peut amener beaucoup de complexité et surtout un temps très très accéléré. Il y a quand même des grandes transformations, à la fois à l'intérieur de nous, à la fois dans le monde. Chacun peut contribuer ou en tout cas retrouver ce fil avec la nature là où il est. De tisser un fil qui va vers l'essentiel, c'est une belle manière de trouver notre place dans une grande appartenance, une grande famille humaine. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est possible, le podcast inspirant qui vous aide à croire en vous, à vous engager, à vous reconnecter avec la nature pour avancer avec sens et confiance. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Séverine Perron, écrivaine, poétesse, femme enracinée qui tisse depuis des années un lien vivant entre le féminin, la spiritualité, la nature et la transmission. Dans cet épisode, on va parler de reconnexion. Reconnexion à soi-même, d'alliance entre les hommes et les femmes, de compagnonnage, d'agroécologie aussi, et des rites qu'on peut faire au quotidien. Alors préparez-vous parce que c'est une conversation pleine de poésie, de douceur et de profondeur qui vous attend. Merci d'écouter C'est possible, le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et en vidéo sur YouTube accompagné de magnifiques images. Et pour soutenir le podcast, pensez à vous abonner, liker, mettre 5 étoiles et découvrez mes packs vidéo de méditation sur renevierproductiontoutattaché.com. Eh bien bonjour Séverine. Bonjour Loïc. Eh bien merci d'être avec nous aujourd'hui. Il y a plein de choses que j'aimerais aborder avec toi. Avant de commencer, j'aimerais, si tu es d'accord, de te présenter succinctement. À me présenter succinctement. Souvent, je commence par mon appartenance à ma terre. Donc, je suis née en terre alpine, qui est dans les Préalpes. Et cette manière de me définir, c'est aussi, ça explique finalement ce tissage dans cette vie de compréhension des racines d'une culture particulière qui est celle des Alpes, des cultures de montagne, et puis quelque part qui a tissé mon regard sur le monde, ma manière d'être, de tisser ma vie, et puis aussi un peu plus tard d'écrire. C'est-à-dire que tout revient à cette cette lecture et ce lien au paysage, et puis cette manière finalement de dire mon appartenance à cette terre, à ces régions de montagne, de forêt, de sources, de lacs, et tout ça a nourri aussi quelque part ma compréhension du féminin et puis ma manière d'évoluer, d'abord en tant que jeune femme et puis en tant que mère, et puis maintenant plutôt dans une phase de ma vie où je peux me sentir en lien avec ma communauté, avec les personnes de mon village, avec les personnes qui vivent au quotidien sur ces terres, et puis au-delà, c'est-à-dire des femmes aussi, peut-être qui ont trouvé écho dans ce que j'avais pu écrire et partager, et que j'ai pu continuer à faire vivre de manière orale, parce que c'est aussi une manière de transmettre et de pouvoir continuer à échanger, et voilà. Donc je dirais que j'ai pas vraiment de métier défini, et puis tout a évolué avec le temps. J'ai l'impression que mon chemin de vie s'est plus transformé dans une marche et une forme de quête de compréhension de mon expérience humaine, et de comprendre qu'elle était complètement universelle, mais en même temps elle était singularisée par cette appartenance à cette terre. Surtout pour une génération qui a grandi, et ma génération a plutôt grandi dans des milieux urbains et s'est sentie trouver sa liberté dans les milieux urbains, dans un métier qui était pas lié à la ruralité ou au monde paysan. Et moi, ce qui a été mon décalage et quelque part est devenu un petit peu ma singularité et manière d'exprimer, et tout en comprenant que c'était une expérience complètement universelle et qui est partagée dans beaucoup de cultures et par beaucoup de personnes dans le monde. Eh bien c'est en tout cas ce travail, enfin ce chemin plutôt, pas ce travail, ce chemin, cette reliance à tes racines en tout cas qui a
permis de te relier à beaucoup d'autres choses et d'inspirer beaucoup de personnes aussi. En tout cas, quand je t'avais écouté, je me suis dit, mais on parle un petit peu tous de la même chose, mais avec des termes différents. Alors, on parlera avec toi de compagnonnage, de tissage. C'est des mots qui évoquent beaucoup de choses, qui nous mettent en mouvement aussi à travers la poésie et les nombreux ouvrages que tu as écrits. Est-ce qu'il y a un ouvrage dont tu souhaiterais aujourd'hui parler et faire connaître aux personnes qui nous écoutent? C'est vrai que chaque ouvrage, il a pu avoir une résonance sur un moment de ma vie et une manière de percevoir justement le monde ou peut-être l'expérience que j'étais en train de vivre tout en essayant de la retranscrire dans une perspective plus universelle. Alors, le dernier que j'ai écrit, c'est Ouvrir les paysages et je crois qu'il est venu sans le comprendre hein, quand au moment où je l'écrivais. Il est venu à ce moment de vie où finalement, après avoir construit un foyer, fait grandir des enfants, expérimenté un compagnonnage dans la durée, c'est une phase de vie où on s'autorise de nouveau à ouvrir ses paysages et puis peut-être à se dire qu'on peut être utile ou servir au-delà de ce qu'on a construit et de ce qui nous est connu. Donc voilà, cet ouvrage, il parle aussi de tout ça. Et puis il mêle voilà une forme très libre d'écriture qui est entre la poésie et la prose et puis c'est là où moi personnellement je me suis trouvée. Alors je me suis pas trouvée toute seule, je me suis trouvée en lisant et puis quelque part moi j'ai eu aussi des guides qui ont été des écrivaines ou des écrivains, des poètes ou des poétesses et ils m'ont aidé à trouver ma forme d'écriture qui est juste une forme d'expression mais voilà. Donc c'est le dernier livre que j'ai écrit, oui. Merci beaucoup, Séverine. Comme ça, on cadre un petit peu mieux, en tout cas, qui tu es, ce que tu fais. Alors, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. En fait, on va ouvrir des portes ensemble. Je sais qu'il peut y en avoir beaucoup. On en a choisi quelques-unes ensemble. Et la première, eh bien, on va aller dans ton actualité, qui a été, j'ai presque envie de dire, un voyage initiatique, en tout cas une immersion dans le riche marocain, qui t'a ouvert, en tout cas qui t'a reconnecté avec à la fois une spiritualité, une transmission familiale, l'agroécologie, avec un rapport à la terre qui est là-bas assez singulier. Par quoi est-ce que tu souhaites commencer sur cette expérience? Parce que je trouve qu'elle avait ouvert beaucoup de belles choses à nous autres occidentaux. C'est vrai que ça a été un ensemble, encore une fois, d'expériences humaines qui s'inscrit à la fois dans l'espace et le temps. Cette notion de transmission avec le patriarche et la matriarche qui avaient 90 ans et qui vivent avec leurs enfants, du coup qui en ont quand même 60, c'est quand même c'est des adultes qui sont arrivés aussi à leur maturité, dans leur âge de sagesse, et puis toute une communauté qui travaillait sur ce projet, sur cette ère. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment encore une fois cette culture de montagne et finalement je trouve elle est universelle dans le sens pour les peuples qui y vivent avec une manière et un lien, une relation, un rapport à la montagne, même si c'est des moyennes montagnes, du coup c'est encore plus proche de ce que moi je vis parce que je suis pas dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes qui sont très très radicales et très minérales. Moi c'est des forêts de montagne, c'est vraiment l'empreinte des terres alpines et comme là-bas c'était recouvert de champs d'oliviers et cette présence de l'eau par les voilà les afflux du Haut-Rif, du coup tout ça faisait comme une empreinte singulière et une manière de voir le monde tout à fait partagée. Et on parle pas la même langue, c'est une culture qui est quand même à la base nourrie de la culture arabe mais aussi de la culture amazigh, donc c'est plutôt les ethnies qui étaient ce qu'on appelle berbères, même s'ils aiment pas utiliser ce mot. Mais amazigh, ça veut dire être libre. Et je trouvais ça magnifique parce que ça m'a tellement fait penser à notre culture arpitane qui porte aussi cette notion de liberté, mais avec une responsabilité dans la communauté, la transmission qui est très forte et qui est très actuelle, tout en ayant conscience de ce qui peut se passer dans le monde. Donc il y a une action concrète, il y a quelque chose de très doux, très généreux dans le partage, et en même temps un espèce de sillon profond qui est propre aux gens qui travaillent la terre quand même, avec une humilité. Donc oui, ça a été comme une résonance très très forte, je dirais, et puis toujours une source d'inspiration parce qu'en l'occurrence c'est un projet qu'ils ont porté
qui est conséquent et en termes d'agroécologie et voilà. Et puis ils vivent une spiritualité parce que tu l'as abordé, qui est très ouverte et en même temps qui est très profonde chaque jour. Donc eux, leur spiritualité, elle est liée à la religion de l'islam. Et c'est très beau parce qu'en fait, ça nourrit des valeurs profondes en eux. Euh, qu'ils aiment partager ou avec laquelle ils peuvent avoir beaucoup de pudeur aussi et je dirais, de tolérance finalement. Oui, c'est ça, c'était cette universalité. C'est vrai que moi, c'est une religion que je connais assez peu, sauf au travers de quelques lectures soufis qui m'ont amené à une compréhension. Mais comme tu l'as dit très justement, finalement, toutes les religions, les philosophies se rejoignent en une source unique. Hein, qui nous fait grandir en tant qu'hommes et qui nous ameublit aussi, homme ou femme bien sûr, mais homme avec un grand H. Oui, ben c'est toujours ces partages, ces échanges qui, voilà, il n'y a rien de perméable. De toute façon, j'ai l'impression dans toute ton expérience et dans tout ce que tu racontes. Et puis je retiens, oui, bien sûr, ils ont peut-être un petit peu moins de pudeur que nous à vivre leur spiritualité. J'ai l'impression, tu m'en avais parlé, ça m'avait beaucoup interpellé. Oui, oui, oui. Oui, parce que ils ont leurs 5 prières par jour et on sent que quand c'est l'heure de la prière, qu'ils soient au champ ou les femmes en train de faire la poterie, même si elles continuent leurs gestes, en fait, il y a quand même, on sent une reconnexion. Et finalement, ça donne beaucoup de portée à tous leurs gestes. C'est pas quelque chose qu'ils font à part ou dont ils se cachent. Ils peuvent encore une fois avoir de la pudeur et le faire de manière intérieure, mais en tout cas, c'est fait dans le quotidien de leur journée. Moi, c'est ce qui me touche beaucoup et je sens que c'est à ces faits dont je suis nourrie. C'est-à-dire que tout peut être ramené dans un quotidien que l'on peut vivre, quel que soit la personne qu'on est, son sexe, son âge, voilà, la culture ou la terre où on est né. Ça me parle beaucoup parce que oui, quand on parle de spiritualité, c'est finalement, ça se passe dans le quotidien. Si c'est pas quelque chose qu'on incarne tous les jours dans notre rapport à nous, aux autres et au monde, finalement, c'est peut-être une spiritualité qui est peut-être déracinée. Et là, je trouve que c'est un super bel exemple. Donc, comme quoi, l'inspiration est partout. Pour parler de spiritualité peut-être un peu plus intérieure, c'est en tout cas ce pourquoi j'avais ressenti aussi un élan à venir partager avec toi. C'est sur cette reconnexion que tu as fait envers ton féminin, tes lignées aussi. Et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus, de façon peut-être assez libre et simple. Et ce que j'aimerais aussi savoir, c'est parce que je pense que ça n'aura échappé à personne, je suis un homme, tu es une femme. Comment est-ce qu'on peut conjuguer tout ça, justement, à la fois que l'homme peut-être puisse mieux comprendre, et je mets vraiment des guillemets dans comprendre, hein, qu'est-ce qui est vraiment accessible à la compréhension masculine dans tout ça, peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, donc c'est pour ça que je trouve ça hyper aussi intéressant et riche ce partage que l'on est en train de faire, et en quoi aussi ce chemin qu'une femme comme toi peut faire vers elle peut inspirer l'homme, et vice-versa, en quoi aussi un homme, et le fait d'être ce qu'il est, d'incarner sa masculinité, peut aussi venir enrichir et compléter ton parcours et ton chemin. Voilà. Je voulais échanger avec toi là-dessus. Oui, je pense que c'est à la fois vraies questions et je dirais des vraies pratiques ou des mises en pratique. Et elles nous touchent beaucoup parce que ça touche le couple, ça touche aussi dans les liens entre les parents et les enfants, quel que soit notre âge, on reste quand même bien souvent encore des enfants hein, jusque tard dans notre vie. Et le regard qu'on peut porter sur les générations précédentes ou les générations qui sont en train de devenir aussi des jeunes adultes et qui questionnent aussi ces rapports entre les hommes et les femmes. Euh, mais je crois qu'au fond de nous, on cherche tous la même chose. C'est tout, hein, c'est à créer des alliances, des compagnonnages qui sont féconds et fertiles dans l'altérité, que ce soit dans le cadre d'amitié, de relations qui sont peut-être plus ce qu'on appelle communément des couples, mais ça peut être aussi des alliances professionnelles. Enfin, peu importe, mais en fait, on a besoin d'être en lien, tout simplement. Hein. Donc, peut-être que moi, ce qui m'a mis sur le chemin de cette quête du féminin,
Bah, déjà le corps, hein. En tant que femme, j'ai vécu bien sûr les cycles mensuels, le lien à ce corps qui se métamorphose au fil et à mesure de la vie, la maternité. Ça, c'est quand même une expérience quand on peut la vivre ou on souhaite la vivre en tant que femme, qui métamorphose tout, notre psyché, notre corps, et notre manière aussi d'entrer dans une forme de responsabilité. Donc je pense que c'est aussi et déjà la première porte d'entrée, elle a été là, hein, par D'accord. le fait de mettre au monde. En plus, j'ai mis au monde 2 filles, donc puis j'ai fait l'expérience de ce qu'on appelle des fausses couches. Donc c'est aussi un rapport à la mort, au fait de pas donner la vie ou de pas pouvoir la donner. Et toutes ces questions ou ces vécus intimes m'ont certainement amené à commencer à comprendre aussi comment c'était quoi être une femme finalement et puis voilà l'évolution dans un compagnonnage ou dans un couple. Donc j'ai cherché à l'aborder sur différents plans, à la fois physiologique et physique, comment on peut accompagner ce corps de femme et le soutenir ou l'harmoniser dans ces différents cycles, et puis aussi sur un plan psychique et puis sur un plan spirituel, parce que quand on commence à entrer dans ou à suivre certains enseignements spirituels, finalement la notion d'homme ou femme disparaît. On est âme. Oui. Dans certaines cultures, il y a même des personnes qui se sentent, on parle de two spirits, donc qui se sentent les deux esprits, hommes et femmes, dans un seul corps. Donc, oui, quand on arrive aussi sur ces questions-là, plus spirituelles ou philosophiques, ça vient aussi. Donc voilà, ça a été des recherches, des lectures, écouter aussi, et puis croiser avec différentes sources ou d'enseignement ou racines spirituelles, et puis de le ramener toujours à mon vécu. Donc voilà, c'est ça qui et de ça, j'en ai fait une forme entre guillemets de transmission par des livres, mais à chaque fois, je pense qu'un livre ou même un cercle que j'ai proposé, c'est toujours un espace de connaissance, c'est-à-dire que on tisse un chemin de questionnement et ça nous fait aussi réfléchir et ça nous aide à nous positionner et à devenir un petit peu plus clair ou juste par rapport à cette posture-là ou ce qu'on peut ressentir. Oui, oui, oui. Donc c'est un chemin. Ok. En tout cas, tu disais que c'était un chemin aussi qui n'excluait pas les hommes. Ah non, 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 bien au contraire. Même si moi j'ai senti cette plongée dans le féminin et en plus j'ai accompagné des femmes, j'ai accueilli des femmes à la maison pour des soins, des retraites. J'ai eu cette période où j'ai fait grandir mes filles jusqu'à ce qu'elles soient à l'âge adulte, donc des jeunes femmes. Et finalement, maintenant que ces espaces s'ouvrent, c'est aussi un retour de comment on peut tisser avec le masculin, tout en ayant vraiment bien sa conscience, sa corporalité et sa psyché de femme, et de pas ne pas la cacher ou la dénigrer, mais plutôt être ce que l'on est, homme ou femme d'ailleurs, et puis réapprendre à tisser ensemble. Moi, je crois que la diversité, c'est la clé, hein, dans tout, y compris dans un jardin, dans une forêt. C'est ce qu'elle nous montre tous les jours, la nature. Donc, il faut oser revenir dans ces compréhensions mutuelles et ces altérités et ces complémentarités. Le but, c'est pas d'être pareil, ou égaux, c'est d'être dans nos complémentarités et sentir qu'on vit une expérience universelle. Et qu'est-ce que tu aimerais dire justement aux hommes ou aux femmes, hein, les deux, pour justement retrouver une complémentarité et un compagnonnage qui soit amoureux, amical ou familial, peut-être plus harmonieux, basé sur toute ton expérience que toi-même tu as découvert? S'il y a besoin de faire une recherche, une quête envers soi, ses racines, des fois c'est des processus de réparation et de guérison qui nous mettent aussi en chemin. C'est-à-dire qu'on souffre et dans notre corps, on souffre dans notre cœur, notre esprit, et on va chercher des réponses. Et cet approfondissement ou ce chemin où on sort un peu d'une route qui nous paraissait tracée, elle peut être nécessaire et elle peut nous sentir un petit peu plus éloignés, par exemple, dans un couple. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler qu'on revient dans la vallée, on revient dans le village, on revient sur un chemin partagé. Et du coup, de se prendre conscience qu'au plus on s'accueille soi, au plus on est en capacité à accueillir l'autre, y compris dans sa différence.
et qu'on a besoin de toute façon de liberté, il faut respecter aussi chaque être tel qu'il a envie de s'exprimer. Et si on est dans l'accueil de soi, le respect de soi, on va sentir aussi où sont les limites pour ne pas imposer sa vision des choses ou peut-être ne pas restreindre l'autre dans sa liberté, que ce soit nos enfants ou nos parents ou même nos compagnons ou nos compagnes. Mm. Ah bah, tu me fais une transition toute trouvée avec l'expérience des parents que tu as vécu que tu as vécu il y a pas longtemps, mais en tout cas ce que je retiens juste avant, c'est euh, tu m'avais dit Loïc, j'avais observé des expériences de compagnonnage, je sais pas si on peut dire fructueuses, mais à chaque fois c'était lorsque la personne s'accueillait d'abord elle-même et faisait d'abord un chemin vers elle-même. Et c'est ça, on retrouve parfaitement là ce que tu nous as dit à l'instant. Oui, oui, enfin c'est ce que j'observe aujourd'hui. Hein. Peut-être que j'aurai d'autres réponses. Et puis encore une fois, c'est important que chacun trouve son chemin et sa vérité et puisse avoir confiance en cela. Mais c'est vrai qu'au plus on se laisse de l'espace et au plus on est capable de s'accueillir comme on est, au plus on peut accueillir l'autre. Ça, c'est évident, que ce soit nos parents, nos enfants, nos compagnons, nos compagnes. Voilà. Quand on parle d'un cercle proche, en tout cas. Oui, 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 en tout cas, hein, des personnes qu'on fréquente de façon plus fréquente. Exactement. Oui, 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 tout à fait. En parlant de parents, justement, tu as vécu, je trouve, une expérience qui est pas si anodine que ça. Tu as accueilli pendant, alors je sais pas s'ils y sont encore, mais pendant 2 mois, tes parents à la maison. Et ça faisait plus de 30 ans quand même que tu avais quitté ce qu'on appelle communément le foyer familial. Et tu m'avais donné une citation que j'ai adorée, et je l'ai ressortie à mes parents, que j'ai accueilli à la maison. Bon, moi, c'était un peu moins long, hein, c'était pendant 2 jours, qui disait, parce qu'on parlait d'impermanence, de bouddhisme en introduction. Alors, je ne sais toujours pas de qui est cette citation, mais qui disait: tu seras un grand méditant quand tu seras capable de vivre avec tes parents pendant une semaine sans t'énerver. Oui, je suis désolée parce que je suis incapable de savoir où j'ai lu ça, mais bon, bref. Je ferai mes petites recherches pendant le montage et puis je vous glisserai ça. En tout cas, je trouve que c'est une sacrée expérience quand même. Je voulais te donner un petit peu la parole libre dessus, en parlant de tout ça, à la fois de ses complémentarités, et puis le fait aussi que tu avais vécu cette expérience quand même assez différemment que il y a 30 ans, parce qu'aujourd'hui, et puis on le sent, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais on sent quand même une assise à travers ta féminité, mais aussi à travers, en tant que personne, à travers ton histoire. Donc voilà, je voulais juste encore une fois, regoûter à ce partage sur ce que tu as vécu avec tes parents pendant ces 2 mois. Oui, bah écoute, c'est vrai que ça a été une expérience assez incroyable et d'une grande richesse. Alors, elle n'était pas choisie dans le sens où ma maman s'est fracturé le pied et en fait, comme ils vivent dans une maison à étage, spontanément, je lui ai dit: tu viens à la maison et on verra. Enfin, on verra comment ça se passera. Mais on a vécu un peu semaine ou jour le jour. Et puis je pensais. Bon, allez, 2, 3 semaines, ça a duré 2 mois. Et du coup, ah oui, ça a été incroyable parce que déjà, j'ai pu regarder mes parents dans leur vulnérabilité, leur fragilité, et puis aussi de retisser finalement. Après, je disais mes colocataires souvent quand je parlais d'eux, mais c'était aussi ça. On a retissé des alliances nouvelles, voilà, de partage, de partage du quotidien, et finalement d'entraide. J'ai trouvé ça assez incroyable. Je me suis dit: mais pourquoi, en fait, on ne vit pas autant ces temps de colocation, que ce soit avec des amis ou d'autres couples d'amis, peu importe, ou ses parents, ses enfants, parce que la vie est beaucoup plus simple. On peut partager les choses du quotidien. Et puis, on peut en faire aussi amener de la légèreté dans tout ce qui peut paraître assez dramatique, ou en tout cas dédramatiser assez vite les choses. Et voilà. Mais c'est vrai que ça m'a touchée énormément parce que je les ai vus vieillir, mais j'ai pu aller un peu au-delà de quelque chose qui des fois, voilà, peut être un jugement un peu hâtif, et puis de voir, oui, leur propre fragilité, vulnérabilité, et puis finalement ce qui les anime aussi profondément, que parfois avec l'âge ou les maladies ou
les difficultés, les épreuves, on peut laisser un peu en chemin ou perdre en éclat de ce pourquoi on est là. Et c'était chouette, c'était vraiment, c'était beau et je les ai vus repartir presque contents, comme un jeune couple qui retrouvait sa liberté aussi. Et j'ai trouvé ça assez beau. Et avec mes filles qui venaient de temps en temps, on s'est dit, oh, la maison est toute vide, ça fait bizarre. C'était bien finalement. C'était cool de les avoir ici. Donc voilà, c'était Génial. c'était et puis j'ai la chance d'avoir un papa qui m'a énormément transmis et il l'a encore fait parce qu'il c'est un magicien des arbres et du jardin. On a passé énormément de temps dehors et je me suis dit mais quelle chance de vivre ça et il me manquera encore des années pour à savoir tout ce qu'il sait et tout ce qu'il sait faire. Donc ça a été aussi un moment de transmission. Ouais. Ah, génial. Et comme quoi, le hasard, enfin, ou en tout cas, le fait que les choses arrivent comme ça un peu de manière fortuite, c'est génial. T'as vraiment vécu ça comme une expérience au lieu de se dire, bon, allez, quand est-ce qu'ils repartent, vivant que les 2 mois soient finis? Bon, ben, je trouve ça super inspirant. Et bon, voilà, tu parlais de tes 2 filles, donc, qui ont 19 et 29 ans, si je dis pas. 19 et 21, ouais. Ouais. 19 et 21. Je pense qu'on doit te poser souvent la question et je pense que parmi ceux qui nous écoutent, ça doit revenir assez souvent. Voilà, quand on fait ce chemin voilà, vers soi ou qu'on choisit vraiment quelque chose d'assez singulier, on parle encore une fois de spiritualité, et que nos compagnons, là on a parlé de nos parents, mais on va parler peut-être de personnes avec qui qu'on fréquente peut-être un petit peu plus au quotidien, nos enfants n'optent pas forcément, en tout cas au premier abord, pour le même chemin. Comment est-ce qu'on vit ça? Et comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux, tout en à la fois leur transmettant des valeurs, mais en même temps tout en leur laissant justement cette liberté où elles ont leur propre expérience à vivre? Oh oui, eh ben ça c'est vrai que c'est un chemin particulier hein, que tout parent est amené à faire. Euh, Là encore une fois, c'est peut-être aussi d'accepter que nous on fait un chemin et une part du chemin et que eux vont en faire aussi une. Et nos parents, c'est ce qu'ils ont fait avec nous. J'avais écouté une fois un natif aborigène qui expliquait ça. Il montrait avec un petit bout de bois. J'avais trouvé ça génial parce qu'il c'était très concret. Il prenait un petit bout de bois, il disait bon bah voilà, vos parents ils ont fait ce petit chemin, vous faites ce petit chemin, et vos enfants et les générations d'après ils feront la suivante. Donc à un moment donné, on laisse aussi sa part et eux feront. Et c'est vrai qu'il y a quand même une jointure hein, qui se fait. Donc déjà d'accepter ça, et ben du coup ça permet aussi de voilà, de laisser nos enfants embrasser la voie qu'ils souhaitent. Et puis, de toute façon, quand il y a eu des moments partagés, vraiment des moments du quotidien, je reviens toujours au quotidien, les enfants, ils se nourrissent, ils s'imprègnent de l'atmosphère qu'on a pu créer dans un foyer, de la manière dont on a vécu aussi notre compagnonnage, notre relation de couple, ou la relation qu'on vit avec nos parents. Ils s'imprègnent de ce qu'on fait, plus que ce qu'on dit d'ailleurs, et ils nous voient, ils nous observent depuis qu'ils sont tout petits. Et donc ça, c'est vrai que même en grandissant, créer ces moments de partage, que ce soit autour de la cuisine, la préparation des repas, le jardin, pour d'autres, ce sera la musique, hein, si c'est la musique qui les habite et qui les anime. Pour d'autres encore, c'est d'aller en montagne, de faire des bivouacs. Chacun, en fait, peut explorer et partager des moments, mais il faut créer un support, en fait, à ces temps de transmission, où finalement, une manière d'être et de voir le monde peut se transmettre. Et c'est vrai que ça nécessite quand même de créer des espaces pour ça, pour nourrir ces liens. En tout cas, c'est ce qui me paraît important. Et là, je vois déjà chez mes filles se dessiner quand même des choses, chacune à leur manière, qu'elles ont pu quand même euh, faire grandir dans les semences qui donnent une couleur à nos lignées et à ma manière de vivre, mais elles vont faire avec ce qu'elles sont, et puis leur envie aussi de continuer leur chemin à elles. Est-ce que toi, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de mamans et de papas, en tout cas ça revient beaucoup dans les personnes que j'ai l'occasion de fréquenter, notamment dans des stages de méditation, c'est voilà, quand tu les vois s'embarquer peut-être dans une voie que toi, en tout cas d'après ton expérience, que tu trouves sans issue ou peut-être même qui peut causer une certaine souffrance, comment est-ce que toi tu t'y prends pour à la fois
partager peut-être ton expérience, ta sagesse aussi, mais en respectant en minimum voilà, tout ce que tu viens de dire avant. Bah déjà, si j'essaie de ne pas parler. Dans les moments vraiment, la première, de pas être dans la réaction, quand vraiment ça vient nous heurter, et qu'on sent que peut-être ça va pas dans le bon sens, mais c'est peut-être pas le bon sens de ce que nous on perçoit, mais c'est peut-être le sens qui va nourrir l'expérience. Et accepter que ça fait partie de l'expérience qu'a choisi j'allais dire cette âme, si on parle d'un point de vue spirituel, mais qui a choisi l'enfant, le jeune, l'adolescent, et même parfois l'adulte. C'est-à-dire il faut accepter de toute façon que les personnes fassent un choix ou embrassent un chemin, mais qu'elle sera aussi initiatrice et enseignante de cette expérience-là. Et que c'est toujours une manière, dans cette diversité, d'exprimer la nature humaine, d'expérimenter sa vie, son existence. Et tout le monde fait des erreurs. Moi, j'en ai fait. Hein. Quand je vois mes filles grandir et l'une qui par moment m'a fait un peu peur, en fait, ça m'a ramené aussi à ma mémoire ce que j'ai fait au même âge et j'avais oublié. Okay. Et du coup, je me dis ah oui, en fait, des fois il y a quand même des chemins de traverse. On cherche à toucher les bords et ça fait partie de l'expérience. Donc lui faire confiance, mais aussi si elle est en quête ou elle demande un avis ou un échange, de pouvoir exprimer, oui, bien sûr. Ok, donc on reste quand même dans le partage dans tous les cas, en tout cas quand la réaction est partie. Ça c'est le travail, la méditation, c'est très bien. Ça nous enseigne aussi à pas réagir et à être dans cet accueil en fait et cette présence à l'autre, même si c'est inconfortable pour nous. Ça c'est des bons outils. Super. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. On avait évoqué aussi quelque chose d'un peu plus général. Moi, j'aurais été très intéressé d'avoir ton partage sur ta vision sur l'évolution qu'il y a dans le monde aujourd'hui, qui est quand même... Bon, je pense qu'on pourrait dire ça tous les ans. Le monde va... Si on prend une vision pessimiste, ça serait le monde va de plus en plus mal. C'est pas forcément le propos ici, mais en tout cas que le monde évolue à vitesse grand V et waouh, ça semblait plus confortable avant, ce qui n'est qu'une vue de l'esprit. En tout cas, aujourd'hui, ce ressenti semble quand même assez partagé, que voilà, il y a quand même des grandes transformations, à la fois à l'intérieur de nous, à la fois dans le monde. Je sais à travers tes écrits aussi, tes poésies, qu'il y a aussi toute une forme de reliance à la nature, au cycle de la nature, des saisons qui peuvent nous aider à retrouver des points de repère. Voilà, quelle est ta vision des choses toi aujourd'hui sur ces grandes mutations que nous vivons et de garder un petit peu, peut-être pas la tête froide comme on le dirait dans le jargon, mais de garder en tout cas nos racines et nos repères. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Oui, je pense que en tout cas, c'est ce que j'expérimente et ce que je ressens aussi au travers des personnes avec qui je partage. C'est ce lien aux saisons parce que il nous ramène dans une cyclicité, donc dans une compréhension que rien ne dure et que tout est impermanent. Il y a un début, une fin, il y a un début de saison du printemps, il y a une fin du printemps, début d'été, etc. De la même manière, on a ces cycles du jour et de la nuit qui sont quand même ceux qui rythment la Terre depuis des millions d'années et qui nous permettent finalement de vivre dans un état, je dirais, plus naturel et plus simple. Là où cette société, elle peut amener beaucoup de complexité et surtout un temps très très accéléré. Et de ce fait, revenir à ce rythme un peu plus naturel nous permet quand même aussi de tisser un fil qui va vers l'essentiel. C'est sûr hein, que quand on est jeune, on n'a pas ces préoccupations et on veut comprendre le monde et le découvrir. Mais au fil des années, et peut-être aussi parfois parce qu'il y a des maladies ou des souffrances, on cherche un chemin, une voie qui nous ramène à plus de sagesse ou plus de simplicité. Et pour moi, la nature, elle est vraiment enseignante. C'est un guide qui est toujours disponible et qui peut nous ramener aussi à cette sagesse de voir qu'elle s'adapte, elle évolue même avec le changement climatique. Elle est capable comme en ce moment où il y a eu beaucoup d'eau, de nouveau d'avoir des belles pousses, une régénération profonde des forêts, alors qu'il y a 2-3 ans on était catastrophés et à juste titre par les sécheresses dramatiques qu'il y avait eu et qui nous avaient touchés de près, notamment dans les Landes.
Et pour autant, là, même dans le sud, et même dans le Rif marocain où ils ont eu 7 années de sécheresse, ils ont eu beaucoup d'eau et il y avait énormément de régénération de la nature. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment des signes d'espérance. En plus, qu'on peut partager au-delà je dirais, des terres où je vis, mais avec d'autres terres, dans d'autres régions du monde. Et elles doivent être aussi un fil et nous porter. Et chacun peut contribuer ou en tout cas retrouver ce fil avec la nature là où il est. Il y a des personnes qui vont expérimenter le travail de la terre, d'autres qui ont besoin de se guérir et de se réharmoniser et la nature peut être soutenante, d'autres personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui ont envie d'agir pour la préservation des terres, de l'eau, des forêts. Voilà, chacun peut contribuer là où il est en ce moment. Et ce qui est aujourd'hui, demain ce sera différent. Mais la nature nous apporte ce lien à la cyclicité et comprendre voilà qu'il y a un début, une fin, que c'est pas un temps linéaire avec des objectifs et quelque chose de rapide. Non, la nature elle fait les choses lentement, mais par contre elle les fait vraiment. Elle les fait vraiment. Et voilà. Et puis tout simplement, on peut se laisser toucher par la beauté. Toutes les personnes qui vont dans une forêt, même si elles vivent en milieu urbain et qu'elles ont grandi en milieu urbain, on est tous sensibles à la beauté, à la paix, au silence. Voilà, à ce que nous apporte quand on est dans une forêt ou face à la mer ou l'océan. Moi, souvent, je pense aux milliers de personnes qui regardent le soleil se coucher tous les soirs. Et je me relie aussi à toutes ces personnes et je me dis, on est juste humain, quoi. On peut voir tous les jours des millions sur Terre à regarder l'aube se lever et puis le soleil se coucher et ça, c'est juste magnifique. C'est une belle façon de se relier aussi aux autres à travers la nature. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est une belle manière de trouver notre place dans une grande appartenance, une grande famille humaine et je dirais, voilà, quelles que soient les époques, les êtres humains se sont reliés au soleil, à la lune, à la terre, à la manière de manger, de se nourrir, de danser, de partager des arts et tout ça a été lié au cycle des saisons aussi. Alors pour ceux qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin justement et puis de découvrir un petit peu ce que tu fais, te retrouver sur les réseaux, d'approfondir un petit peu ce que tu partages sur cette reliance aux saisons et à la nature, où est-ce qu'on peut te retrouver, Séverine ? Alors j'ai un site internet, j'ai aussi un réseau social, enfin sur Instagram. C'est vrai que en ce moment je suis un peu plus distante parce que voilà j'ai envie de vivre encore un peu plus loin des écrans, mais en tout cas et puis il y a des livres aussi que j'ai écrits et qui peuvent aussi être une manière de s'immerger. Voilà, dans cette forme de pensée ou de lien au monde. Je pense que c'est surtout un lien au monde que j'essaye de partager, une expérience d'être au monde. Oui. Ouais, tout à fait. Qui nous a, en fait, en tout cas pour moi, ça, je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, mais ça me donne cet élan justement d'aller moi aussi faire cette expérience de ce que tu as décrit. Donc je trouve ça, c'est chouette, c'est un beau partage. Merci à toi. Merci d'avoir ouvert cet espace en tout cas. Avec grand plaisir, Séverine. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui et puis d'avoir porté aussi ta voix. Peut-être à bientôt, qui sait. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais dire comme mot de la fin à toutes les personnes qui nous écoutent ? Alors, le mot de la fin, ce serait c'est une invitation à la pratique et d'aller voir le coucher du soleil le soir, où que vous soyez, et puis de vous sentir vraiment relié à tous les humains, toutes les humaines qui sont sur cette terre, et de sentir combien cette reliance et ce moment, en fait, est sacré, tout simplement. Super. Eh bien, merci infiniment, Séverine. Et puis, on affichera le lien de ton site internet, des réseaux sociaux. Et puis, si vous souhaitez un nouvel épisode avec Séverine pour explorer peut-être d'autres choses, n'hésitez pas. Ce sera toujours un vrai plaisir de te réaccueillir dans ce podcast, c'est possible. Merci Loïc. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment que la conversation vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à liker et à activer, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour recevoir directement les prochains épisodes dans votre boîte mail. Si vous écoutez ce podcast en audio, je vous invite aussi à mettre 5 étoiles, à vous abonner, ça m'aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Et si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à découvrir les packs vidéo de méditation sur renevierproduction.com
RENEVIER production au pluriel.com, tout attaché. Les packs vidéo de méditation que j'ai réalisés, j'ai filmé Bruno Lallemand lors de plusieurs stages de méditation avec lui et j'en ai fait des packs vidéo pour vous offrir vraiment une expérience à vivre depuis chez vous, de retour à vous-même, de paix, de sérénité. Vous allez voir, c'est absolument sublime, il y a des images incroyables, des musiques. Vous allez retrouver donc la paix, la sérénité et le tout en vivant une expérience absolument incroyable depuis chez vous, retrouver du sens. Il y a des sujets vraiment profonds qui sont abordés, le sens de la vie, la confiance en soi, les difficultés, la mort. Vous allez voir, c'est vraiment très riche, donc rendez-vous sur renevierproduction.com. Voilà, encore un immense merci à mon invité du jour, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est possible.